Pour plusieurs, le mois de janvier est synonyme de résolution. Pour moi, c'est plutôt la saison du « Bon, je fais quoi avec mes semaines de vacances cette année? » Mon travail, c'est dans le domaine des soins en santé mentale puis en mieux-être, puis il y a une chose que j'ai apprise au fil de mes super formations, c'est qu'il y a un élément important qui contribue à notre bonheur, c'est d'avoir hâte à quelque chose dans le futur. Pour maintenir notre niveau de joie à high toute l'année, je prévois donc les gros projets excitants pour le reste de l'année, direct en janvier. Si comme moi, vous êtes en train de prévoir en ce moment vos voyages pour l'été à venir, j'ai une chouette suggestion pour vous. Pourquoi pas New York? À l'automne dernier, j'ai passé 8 jours à New York. C'est quand même proche du Québec, puis il y a un peu de tout pour tout le monde. Je sais qu'on pense pas vraiment à jardinage quand on pense à cette ville, mais je vous promets, il y a moult options pour observer la verdure. À New York, tous les espaces verts deviennent des jardins intéressants à visiter, tellement ils sont en contraste avec le béton des alentours. La ville est d'ailleurs en zone 7A USDA, fait que environ 8A-ish selon le système canadien. C'est donc pas les mêmes plantes qui poussent à New York et à Montréal. Tous les arbres qu'on croisait avaient donc l'air exotique à mes yeux. Hormis tous ces petits jardins et pas très petits parcs, il y a surtout 3 jardins botaniques en bonne et due forme à New York. Le New York Botanical Garden dans le Bronx, le Queens Botanical Garden dans l'est de Queens et le Brooklyn Botanic Garden dans Brooklyn. On a opté pour visiter le jardin botanique de Brooklyn. Il était facilement accessible en métro et relativement petit, ce qui voulait dire qu'on allait pouvoir en arpenter la majorité en une seule journée. C'est une opinion absolument imparfaite, comme j'ai pas visité les 2 autres jardins botaniques, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Ce jardin a répondu à toutes mes attentes et un peu plus. Ouvert en 1911, le jardin botanique de Brooklyn est situé à Brooklyn, hein? Quelle surprise! Et est attenant au Prospect Park. C'est un grand parc où on retrouve entre autres le musée de Brooklyn, un zoo, une plaza militaire, un carrousel, un lac, un centre communautaire avec une grosse patinoire, plein de monuments plus ou moins gros et plus ou moins impressionnants. Comme tout jardin botanique, il est séparé en plusieurs sous-sections en fonction du style, du type de plante et de la topographie du lieu. Le jardin de Brooklyn a des très jolies serres, en tout cas vu de l'extérieur, mais on n'est pas rentré dedans. Normalement, c'est ce que j'aime le plus, les serres, mais c'était une journée d'automne parfaite. Ensoleillée, 15 degrés-ish, un petit vent d'automne. On a concentré notre visite sur les sections extérieures. Déjà, avec 52 acres de terrain à parcourir, c'était en masse pour une visite d'une seule journée. Première note positive dès l'entrée du jardin. Le bâtiment d'accueil a un toit vert qui fait qu'il se fond avec le paysage. J'avais vu ça à plusieurs endroits en Irlande pendant un voyage précédent, puis je trouvais ça donc bien intelligent pour pas défigurer le paysage. Très heureuse de voir qu'il a adopté ce type d'architecture dans le jardin. Si vous cherchez des images du Brooklyn Botanic Garden sur Internet, ce que vous verrez le plus, c'est l'allée des cerisiers en fleurs. Comme au Japon avec leur sakura au printemps, les arbres ici se couvrent de fleurs roses touffues au grand plaisir des passants et de leur compte Instagram. Ce genre de photo me fait toujours penser aux toiles impressionnistes de dandy dans les parcs. Monet, Seurat, ce genre de peintre-là. J'aurais bien aimé moi aussi recréer une peinture du 19e siècle avec mon appareil photo. J'étais toutefois de passage au jardin bien après la saison de floraison des cerisiers. L'allée était verte, sereine, beaucoup moins achalandée. Tant mieux, à New York, ça fait du bien de voir genre personne, ou presque. On peut mieux observer les cerisiers en passant sur le Overlook, un petit chemin qui monte en serpentant. En plus d'offrir une vue de choix sur le jardin, mes recherches m'ont appris que cet Overlook a été conçu pour rendre le jardin plus accessible, tant pour les familles avec leurs poussettes que les gens en fauteuil roulant. Ah, c'est-tu pas merveilleux ça? L'Overlook est bordé de vivaces, de lilas des Indes puis de graminées. Partout à travers le jardin, les plantes indigènes sont à l'honneur. Indigène au sens indigène US, là, c'est plutôt exotique dans mon livre à moi. Checkez ça, il y a des cactus qui poussent à travers la verge d'or. L'Overlook mène vers le Osborne Garden,
un long espace de gazon ostentatoire qui mène à une fontaine. Notez que le tout est bordé de plein de petites pergolas toutes recouvertes de wisteria. C'est possible d'avoir à Montréal des wisteria, mais il fait généralement trop froid au Québec pour avoir des beaux plants qui fleurissent bien et généreusement. Je suis pas mal jelly à chaque fois que je vois quelqu'un qui en a. Les photos que j'ai trouvées sur Internet ne mentent pas. Cette section doit être magnifique quand les wisteria sont en fleurs. Le trajet logique mène ensuite vers le jardin de plantes indigènes, des érables et la collection de lilas. De manière générale, il y a peu d'écriteaux qui donnent le nom des plantes à travers le jardin. C'est pas mal normal, là. C'est souvent ça dans les sections extérieures des jardins botaniques. C'est la même chose à Montréal. Mais j'ai trouvé que c'était particulièrement le cas au Brooklyn Botanic Garden. Il y a quelques étiquettes sur les arbres, mais vous allez avoir besoin d'un bon zoom pour les lire si vous voulez pas marcher à l'extérieur des sentiers. Peu importe, même sans savoir le petit nom de la plante que vous regardez, il manque pas de quoi vous intéresser. Fin septembre, il y a encore plein de choses qui étaient en fleurs et qui attiraient les colibris. Passez ensuite vers la magnifique roseraie du jardin, qui présente plus de 1000 espèces et cultivars de roses. Personnellement, je trouve ça taponneux les roses, surtout au Québec. J'aime ça, là, mais au Québec fait frette. Faut protéger les roses de l'hiver. Faut les tailler de la bonne façon. C'est plein de rouille, de maladies, de bébites. Fait que j'aime ça quand les jardins ont des roseraies. Ça me permet de les observer sans faire aucun effort pour les cultiver. Ha! Petit bémol, les allées gazonnées étaient fermées à la circulation, fait qu'il n'y avait pas moyen d'aller sniffer les roses dans ces sections-là. En continuant le long de la Flatbush Avenue, vous allez passer à travers quelques autres jardins thématiques qui bordent des espaces gazonnés et la rue. Quelques sections qui méritent d'être visitées, mention spéciale aux jardins d'herbes et aux jardins de rocailles, près l'un de l'autre. Les plantes y sont très bien identifiées et on y trouve beaucoup de plantes qui seraient vivaces au Québec. Je suis toujours à la recherche de belles plantes d'ombre, donc ces sections étaient parfaites pour s'inspirer. Petit chemin faisant, vous arriverez près des serres. C'est le hub central du jardin. Il y a beaucoup de monde à cet endroit-là. En début d'après-midi, on s'est arrêté au Magnolia Café. C'est un petit resto style bistrot dans une verrière. Il offre des repas simples, rassasiants, relativement raffinés, un peu chers mais pas trop. Pour New York, c'est pas si mal 18$ pour une assiette. Le resto fait face à la terrasse aux nénuphars. Les étangs sombres qui reflètent les alentours ont un petit je ne sais quoi d'hypnotisant. J'aime beaucoup. Ensuite, vient la Magnolia Plaza, qui était toute verte lors de notre passage et qui donne son nom au resto où on a passé un peu de temps un peu plus tôt. Ensuite, vous pourrez finir votre grand tour par le jardin japonais. Je suis un peu difficile avec les jardins japonais. Non seulement j'en ai visité directement au Japon, mais en plus, le jardin japonais de Montréal est absolument magnifique. Fait que c'était beau, mais c'était un peu simple et vaseux. Pas ma partie favorite. Outre chacune de ces sections thématiques, le point intéressant, c'est qu'il y a énormément de vie dans ce jardin botanique. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas énormément d'endroits invitants pour la faune dans New York. Sans se forcer particulièrement pour en trouver, on a croisé plein d'animaux. Des tortues dans l'étang qui relaxaient au soleil sur les nénuphars. Des bourdons, abeilles puis mouches qui étaient tellement nombreux autour de nous que tout bourdonnait. Des mantes religieuses immenses, les plus grosses que j'ai vues dans la nature. Des oiseaux que j'avais jamais vus avant. Plein d'oiseaux. Ça semble un lieu idéal pour les ornithologues en l'herbe. Il y a même des visites guidées spécialement dédiées aux oiseaux qu'on voit dans le jardin. Le plus cute selon moi, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui grattait le sol sans qu'on soit certain de ce que c'était, il y a un tamiya qui finissait toujours par se pointer le nez. J'ai vu plus de ces Suisses en 4 heures au jardin botanique qu'en 4 ans au Québec. De même, là, en passant, si vous n'êtes pas du Québec, on appelle cette chose des petits Suisses à cause de ces Suisses-là, les zouaves pontificaux. Hein? Le vocabulaire québécois est plein de belles images, n'est-ce pas? Bref, je m'égare, mais les animaux étaient la cerise sur le sundae de ce très joli jardin.
pour un regain de verdure et de calme dans la ville qui ne dort jamais. Entre 2 visites de la Statue de la Liberté puis de Times Square, faites donc un détour jusqu'au Jardin botanique de Brooklyn. Je pense pas que vous allez être déçus. On se revoit les mains dans la terre, guys. Bye!